Lundi 20 juillet, bienvenue à tous dans le 20h à la une de l'actualité ce soir. Le chef de l'État a reçu une délégation de chefs traditionnels d'An. Ils sont allés apporter leur compassion au président Alassane Ouattara et lui exprimer tout leur soutien en cette épreuve douloureuse qu'il traverse, à savoir le décès de son fidèle collaborateur. Le camp commando de la commune de Koumassi a accueilli ce matin la cérémonie de remise d'attributs à 457 nouveaux gendarmes commandos. Après 3 mois de formation, ils sont aptes à intégrer ce corps d'élite. La maladie à coronavirus continue de sévir en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires mettent toujours l'accent sur le respect des mesures barrières. Actuellement, seul moyen pour éviter de contracter la maladie est de la répandre. Et puis en sport football, le Corona s'invite au programme et Lionel Messi, sacré en 2019, garde le titre de Ballon d'Or une année de plus. Car le titre ne sera pas décerné cette année en raison des fortes perturbations de la saison dues à la pandémie. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'actualité. Des chefs traditionnels d'An ont été reçus par le chef de l'État. Ils se sont rendus en fin de semaine dernière à la résidence du président dans la capitale du Poro. Ils lui ont traduit toute leur compassion et leur soutien en l'occasion du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Habiba Dambélé Saoué nous propose un point de la rencontre. La délégation de la région du Tonkpi, conduite par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est venue réconforter le président de la République, qui perd son plus fidèle collaborateur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le peuple d'An a assuré le président Alassane Ouattara de son soutien total. Nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, peut-être vous allez d'autres vont croire que nous sommes venus faire la politique. Mais nous, là, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Dans la vie, là, il ne faut pas trahir. Nous n'aimons pas trahir. Et c'est pour cela, quand nous avons perdu notre fils Gon Coulibaly, avant de venir, j'ai provoqué une grande réunion au niveau des 5 départements. J'étais à Mans. Et je leur ai dit, bon, on va au funérailles. On va là, qu'est-ce qu'on fait? Les parents m'ont dit, bon, Bruno, la solution, tu la connais. Tu vas dire au président, nous là, nous ne savons pas trahir. On pleure avec lui. Mais il faut lui demander de nous regarder aussi en face. Il ne faudrait pas aussi qu'il nous laisse orphelins. Nous lui demandons de nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. Même s'il a déjà dit que lui, il laisse tout ce qu'il a fait, il laisse ça au compte des jeunes, il faut lui demander qu'il nous sauve. Il faut qu'il prenne lui-même la décision, comme il avait prise, et désigné Gon Coulibaly. Et comme il n'est pas là, il faut qu'il prenne cette place-là. Comme ça, il prendra le temps pour encore préparer un cadre. La situation aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui, là, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est tous les chefs, vous les avez tous, ils sont tous là. Hein? C'est parce qu'on nous a dit il faut 10 chefs. D'autres ont regretté, ils voulaient venir devant vous, pour que vous les voyez, pour que vous vous rendiez compte que c'est leur volonté de dire qu'il faudrait que vous continuiez cette bataille-là. Ça serait pour nous les ressortissants du Tonkpi. Les autres vont s'ajouter à nous, mais aujourd'hui, là, mes parents m'ont envoyé avec les chefs pour vous dire, Monsieur le Président, vraiment sauver encore la Côte d'Ivoire. Ils font confiance au cadre. Il faut qu'on confiance aux cadres qui sont là. Tous les ministres qui sont autour de vous, tous les gros cadres qui sont autour de vous. Et il faudrait, nous là, on leur demande tous pardon aussi. Ils n'ont qu'à nous suivre. Ils n'ont qu'à suivre. Nous, notre part, pour accepter, pour se mettre avec ce jeune à nous, pour vous demander pardon, pour reprendre vraiment ce poste-là, qui, lorsque vous êtes assis là-bas, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
tout a changé. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Monsieur le Président Ouattara. Mais aujourd'hui, si vous ne venez pas nous sauver, on va aller où? On va aller où? Tous les beaux travaux que vous avez déjà entrepris, que vous êtes en train de faire dans le projet, ce qui a été réalisé, on va encore détruire? On ne le pense pas. Donc, j'ai pris mes cadres, mes ministres, pour leur dire, accompagnez-nous. J'étais chez votre frère. Je lui ai parlé à deux. J'ai dit, voilà notre proposition. Et si vous avez la possibilité de rencontrer le président, moi-même, je vais lui dire. Les parents me demandent de vous demander pardon pour nous sauver. Au nom de tous nos ancêtres même, dans le Tokwi, que j'ai l'enseigne de représenter, me charge de vous dire vraiment de continuer cette bataille-là pour tous les Ivoiriens. Les royaumes baoulés de l'Indénié et toutes les têtes couronnées, ainsi que des délégations issues des 31 régions de Côte d'Ivoire, ont effectué le déplacement de Korogo pour rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly, un grand serviteur de l'État. Un hommage également rendu par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mexique. La cérémonie a entre autres réuni dans les locaux de la chancellerie les ressortissants ivoiriens vivant au Mexique. Jean-Marc Djadji. La communauté ivoirienne vivant au Mexique rend hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie a été marquée par l'observation d'une minute de silence, le dépôt de gerbes de fleurs par l'ambassadeur et ses collaborateurs, ainsi que par la signature du livre de condoléances. L'immense douleur de cette grande perte ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu comme fidèle et loyal collaborateur, chef du gouvernement, époux, père, parent et ami, a écrit l'ambassadeur Lidjerou Robert. À sa suite, Amparo Erendira Anguiano, directrice générale par intérim du département Afrique et Moyen-Orient, représentant le ministre des Relations extérieures du Mexique, a traduit la compassion du gouvernement mexicain à l'endroit du peuple ivoirien. Des chefs de mission diplomatiques, ainsi que les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Mexique, ont marqué leur soutien aux Ivoiriens, soit en se rendant personnellement à l'ambassade, soit par des messages, en raison de la grave situation sanitaire au Mexique liée à la pandémie de la Covid-19. Les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Guatemala, au Salvador et au Costa Rica, de même que les Ivoiriens vivant à Cuba, se sont associés à cet élan de solidarité par des messages de condoléances. Et la Côte d'Ivoire qui perd un autre grand serviteur de l'État, Seydou Elimane Diarra, est décédé hier dimanche. Il a lui aussi servi au poste de Premier ministre, et cela au moment où le pays traversait des zones de turbulence. Il aura su être l'homme du consensus national. Herman Guivet. L'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra n'est plus. La nouvelle de sa disparition est tombée ce 19 juillet 2020. Opérateur économique, diplomate et homme politique, il fut l'un des premiers ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. En 2001, l'ancien diplomate est nommé président du Forum de réconciliation nationale, puis Premier ministre sous la transition militaire en 1999. Reconduit comme Premier ministre pour diriger le gouvernement de réconciliation nationale en 2003. Entre 2015 et 2017, il prend la direction de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Des raisons de santé l'éloignent de la vie politique. Seydou Elimane Diarra a été au cours de sa vie un grand serviteur de l'État. Du côté de la gendarmerie nationale, après 3 mois de formation, la 18e promotion de commando gendarme a été présentée au drapeau. Les 457 stagiaires qui la composent ont reçu ce matin leurs attributs de commando des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo. Ces 2 jeunes sous-officiers féminins viennent grossir le nombre de personnels féminins commando gendarmes en Côte d'Ivoire. Après tant d'efforts et de sacrifices, elles ont réussi à obtenir leur brevet commando. Ainsi, après 3 mois et 3 semaines, ces stagiaires commando au nombre de 457, dont 2 officiers et 2 sous-officiers féminins, ont reçu une solide formation en intervention professionnelle, en franchissement opérationnel, en self-control et en tir. À l'issue donc de 111 jours de formation, ces stagiaires de la 18e promotion de commando gendarme, jugés aptes par leur maître, reçoivent leurs attributs de commando.
Élément fondamental pour faire d'un gendarme lambda un commando, bien entendu, en ayant satisfait d'abord au stage des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ses attributs sont composés d'une cordelette, d'un mousqueton et d'un béret rouge. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de la gendarmerie nationale et pour les moyens considérables qu'il ne cesse de consentir pour accroître nos capacités et notre efficacité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les a exhortés au travail, à la discipline et à demeurer commando. Vous devez honorer l'histoire des commandos. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même pour la protection de nos populations et la protection de notre territoire. Le défi de la lutte contre le terrorisme est un défi important pour le développement de notre pays. Notre territoire doit être un territoire sûr, un territoire où les populations vaquent à leurs occupations. Vous venez renforcer le dispositif qui existe. Soyez déterminés dans votre action au service de la nation. Soyez engagés, soyez des commandos. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration qui a mis en œuvre la maîtrise sans armes de l'adversaire, des techniques de franchissement opérationnel, des techniques en intervention professionnelle, des techniques d'action immédiate, des tireurs engagés et une équipe d'assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Notons que c'est sur un effectif de 774 postulants que 539 ont été retenus pour suivre la formation, à l'issue de laquelle 457 ont pu obtenir leur brevet commando. Dans le domaine de l'éducation confessionnelle, les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEPE ont démarré ce lundi pour plus de 8000 candidats. Visite de quelques établissements confessionnels islamiques avec Paresse Reconné. École confessionnelle islamique Al-Mounara et Al-Nour d'Abobo, centre culturel islamique d'Adjamé-Williamsville et l'école confessionnelle Sabil Kairi de Trècheville, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Le commentaire, la traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. On vient de faire le commentaire du Coran. Bon, ça se passe très bien aussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais exhorter mes camarades à bien réviser avant de venir et puis à ne pas tricher, à ne pas demander son voisin et à bien se comporter en classe. C'était pas difficile comme tout, ça s'est bien passé. Celui qui a pris ses leçons et puis qui a bien refusé, alhamdoulilah, il peut avoir son examen. Dans ces centres de composition, examinateurs, surveillants et chefs de centre se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Ils sont assis, une personne par banc, en respectant bien les mesures barrières, les cache-nez et puis la distanciation sociale. Des centres d'examen visités par les responsables de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique, OESI, et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDERSA l'estiment. Ils ont pris le courage pour se présenter à ces examens. Et pourtant, il y a des enfants aussi qui ont refusé cette année, vu ce qui se passe dans le contexte mondial aujourd'hui, le coronavirus. Donc nous les encourageons et nous les souhaitons de bonnes chances à eux tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui triche parmi les musulmans, il ne fait pas partie de sa communauté. Donc nous avons quand même conseillé les enfants à écrire ce qu'ils connaissent. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Un encouragement aux candidats, surtout qu'ils comptent sur leur mérite, qu'ils comptent sur ce qu'ils ont appris pendant 9 mois et je pense qu'ils feront de bons résultats. Au total, 8383 candidats, dont
6011 au CEPE, 1944 au BEPC et 428 au baccalauréat, repartis dans 76 centres, prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le lundi 3 août prochain. Voyons maintenant quel est le point de la lutte contre la maladie à coronavirus ce 20 juillet en Côte d'Ivoire. « 193 cas de Covid-19 enregistrés sur le sol ivoirien ce lundi, soit 11,7% des échantillons prélevés, 293 guéris et 0 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dénombre un total de 14 312 cas confirmés, 8 659 guéris et 5 561 cas actifs. Cette lutte contre le coronavirus mondial, les lignes semblent bouger dans le bon sens. 2 projets de vaccins ont démontré leur sûreté pour les patients. Les essais cliniques britanniques et chinois sont encore dans une phase préliminaire, mais démontrent déjà qu'ils sont plus sûrs, notamment pour les patients fragiles. Aucun des 2 essais n'a enregistré d'effets indésirables graves. Et puis le point presse quotidien du gouvernement ivoirien sur la lutte contre la maladie qui devient désormais hebdomadaire. Les 3 départements ministériels chargés de la riposte sanitaire ont fait ce lundi le bilan de 4 mois de lutte acharnée. La principale conclusion dans ce sujet de Lanciné Bakayoko. Dans son volet communication, le plan de riposte gouvernemental a mis en avant une matrice d'action basée sur des campagnes de sensibilisation. Grâce aux actions de communication médias et hors médias menées à travers le point de presse quotidien du gouvernement, des spots, des messages, des animatiques, des affiches, des reportages et le traitement des préoccupations via les centres d'appel, les conséquences de la pandémie ont été à ce jour contenues. Le point de presse quotidien retransmis en direct sur les réseaux sociaux et largement relayé par les médias, l'une des activités de coordination de la communication gouvernementale, a permis de donner de façon quotidienne des informations officielles aux populations sur la COVID-19, ses symptômes, son évolution en Côte d'Ivoire et les mesures barrières à respecter pour s'en protéger et éviter de contaminer les autres. Ces actions, également sous format itinérant, ont permis de sillonner plusieurs localités dans le district d'Abidjan et de juguler l'impact des fake news. Conformément aux recommandations du Conseil national de sécurité, un changement dans la fréquence de la communication gouvernementale. Les points quotidiens seront dorénavant hebdomadaires, précisément tous les vendredis. Au niveau de la sécurité, 18 842 personnels ont été engagés. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan? Au total, nous avons 1265 personnes qui ont été interpellées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons noté au total 1297 personnes qui ont été assistées. Des engins ont été saisis et mis en fourrière. Il y en a eu 388 au total. Et pendant les heures de couvre-feu limitant donc le déplacement des personnes, nous avons constaté des décès naturels hors du Covid. Au total, 175 décès qui ont vu donc l'intervention des forces de sécurité pour l'enlèvement de ces corps-là. Nous avons refoulé des véhicules qui n'étaient pas autorisés à rentrer sur notre territoire. Il y en a eu au total 326. Les personnes qui ont été refoulées parce qu'elles ont contourné le dispositif de surveillance des frontières ou alors qu'elles se sont présentées au site de contrôle sans les documents les autorisant à rentrer, il y en a eu au total 3110. Principale observation, les cas d'indiscipline ont continué d'augmenter. Mais avec la levée de l'isolement d'Abidjan, la phase de sensibilisation va faire place à des mesures beaucoup plus répressives. En ce qui concerne le volet sanitaire de la riposte, cette même indiscipline aura également été la grande difficulté. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire comptait 14 119 cas positifs, dont 60%
sont des hommes contre 40% de femmes et 92 décès. 95% des cas confirmés le sont dans les régions sanitaires d'Abidjan. Abidjan demeure donc l'épicentre de la pandémie avec les mêmes districts sanitaires les plus touchés, de Cocody, Bingerville, 31% et Treichville-Makori, 30%. Cependant, le nombre de cas progresse particulièrement ces dernières semaines dans les communes de Yopougon et Adjamé, les plaçant respectivement en 3e et 4e position à Abidjan. 27 sur 33 régions sanitaires et 55 sur 113 districts sanitaires ont déjà notifié des cas confirmés. Le réseau des laboratoires s'est étendu avec ceux des laboratoires du CHU de Boaké, des CHR de San Pedro, à Bangourou et Korogo, qui analysent des échantillons de leurs zones respectives depuis juin 2020. Ce sont là des acquis extrêmement importants. Souvenez-vous, au début, on ne citait comme laboratoire que le seul Institut Pasteur Côte d'Ivoire. La COVID-19 a permis à la Côte d'Ivoire de s'équiper, notamment d'équiper l'intérieur en laboratoire. Malgré tous ces efforts, le gouvernement encourage les populations à privilégier le respect des mesures barrières. Une autre des mesures importantes pour lutter contre la pandémie, le confinement du Grand Abidjan. Et elle vient d'atteindre son terme. Dans le domaine du transport routier, les cars de transport reprennent du service, mais avec des dispositions particulières. Quels sont donc les impacts sur ce secteur, longtemps resté à l'arrêt, et comment s'organisent les transporteurs pour cette reprise des activités? Des réponses dans ce dossier de Noël Niagno. Le transport terrestre interurbain des personnes et des biens, une activité transversale, une mine d'emplois et d'acteurs collatéraux en Côte d'Ivoire. Le secteur du transport routier, rien que pour la gare d'Adjamé, nous nous retrouvons à pas moins de 100 000 personnes qui vivent grâce à l'activité du transport à Adjamé. Pour la gestion d'une entreprise qui a 2 autocars, vous n'avez pas moins de 15 à 20 personnes. Imaginez-vous une entreprise avec 20, 60, 40, 100, 150 cars. Vous comprendrez aisément que le secteur du transport emploie énormément de personnes. Autre donnée à souligner, la prépondérance d'Abidjan, la capitale économique, dans l'exploitation de nombreuses sociétés. La locomotive du secteur, l'Union des transporteurs de Boaké, nous en donne la preuve. Le Grand Abidjan représente, en termes de départ et d'arrivée vers Abidjan, 90% de notre activité, donc l'essentiel de notre activité. Conséquence, le confinement du Grand Abidjan a eu des impacts tentaculaires, surtout avec les pertes liées à la période de Pâques 2020, le pic des entrées financières. N'ayant pas pu faire l'affaire de Pâques cette année, vous comprenez aisément que c'est vraiment un manque à gagner qui est considérable. Au niveau du chef d'entreprise, c'est sa trésorerie. C'est son compte d'exploitation qui se dégrade. C'est sa relation avec son établissement financier qui prend un coup. Au niveau du personnel salarié, c'est les conducteurs, etc., et tous ceux qui sont autour, c'est bien entendu ce manque à gagner dû au non-paiement des salaires. Au niveau des autres parties prenantes qui sont autour du transport, les commerçants, les autres petites industries, les sous-traitants qui travaillent avec les transporteurs, c'est tout cela aussi qui perdent quelque part les entrées de leur chiffre d'affaires. 5 mois après, voici la reprise des activités pour compter de ce 15 juillet 2020 à la grande satisfaction des acteurs directs et indirects. La bonne nouvelle est venue depuis le 14 soir. Ça a été vraiment une joie pour nous, transporteurs, et aussi pour les usagers. Quand les cas ne passent pas, en tout cas, ça ne nous arrange pas. Cette coronavirus-là, en tout cas, il va loin. Les cas ne rentrent pas là. Si on ne mange pas, si on ne vend pas là, on fait comment pour manger? Compte tenu de la situation, on faisait avec ça comme ça. Sinon, ce n'était pas facile. Comme on le voit, la satisfaction est réelle, mais l'usager devra payer un peu plus au regard des nouvelles exigences. Qu'au plan du chargement du véhicule, l'entrepreneur aujourd'hui ne pourra plus charger le véhicule à 100%. Ça veut dire que toutes les places dans un autocar ne peuvent plus être occupées à 100%. Tout ce qui est question de tarification vont donc être ajustés en fonction des réalités que le transporteur va vivre avec donc la prise en compte des mesures barrières.
Illustration de cet état de fait, les nouveaux tarifs affichés avec une majoration comprise entre 500 et 2000 francs CFA. Cette compensation par l'augmentation du prix du ticket règle des problèmes de trésorerie. Mais l'immobilisation des cas durant 5 mois nécessite la bienveillance des pouvoirs publics. Les assurances sont expirées, les patentes sont expirées et nous n'avons pas pu trouver de quoi à donner à manger à nos employés. Et donc nous demandons au moins une aide de l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la gestion des 4 fonds qui sont mis en place, à savoir le fonds d'appui aux grandes entreprises, le fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises, le fonds d'appui au secteur informel et le fonds de solidarité, c'est de dire que les transporteurs sont présents dans toutes ces 4 catégories de fonds. Nous attendons le soutien de l'État sur le plan fiscal. On soit exonéré de la deuxième tranche de la patente, par exemple, pour l'année en cours, que l'État prolonge les agréments en investissement prioritaire qui arrivent à échéance le fin 2019, fin 2020 pour certains, qu'on puisse le prolonger de 36 mois. Dans le secteur du transport, l'imagination est la meilleure compagnie au monde. Dixit Roger Fournier. Les transporteurs ivoiriens devront s'approprier cette législation et faire vivre leur entreprise avec la pandémie en attendant l'aide de l'État. Direction Bouaké, la capitale de la région de Gbeke. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI s'est rendu dans les locaux de la station régionale. Fosseni Dambélé a échangé avec le personnel. Il est aussi allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction des nouveaux bureaux de RTI Bouaké. Soro Corona. La station régionale de RTI Bouaké aura très bientôt une cantine. Une cantine pour améliorer les conditions de travail des agents en leur permettant de se restaurer sur place. Pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux, le directeur général de la RTI, Dambélé Fosseni, a fait le déplacement. Le premier responsable de la Maison Bleue s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pu constater que les travaux avancent. Le gros œuvre est quasiment achevé. Le carrelage et les travaux de finition sont en cours. Donc, dans environ 1 mois, les collaborateurs ici à Bouaké auront une cantine qui leur permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail. Dambélé Fosseni et sa délégation ont également visité les travaux de construction des nouveaux bureaux, ces nouveaux locaux pour désengorger les bureaux existants. Le directeur général de la RTI a rassuré ses collaborateurs de la reprise rapide des travaux arrêtés du fait de la pandémie à coronavirus. Dambélé Fosseni a encouragé le personnel de la station régionale à plus de détermination afin de relever de nouveaux défis, ceux de la qualité et de la concurrence. La plateforme est déjà achevée également, mais tout cela va s'achever dans les mois à venir pour permettre de répondre aux attentes de nos amis et collaborateurs. Nous avons un devoir de résultat, un devoir de proposer le meilleur aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et nous invitons, comme toujours, nos amis et collaborateurs à donner le meilleur. La cantine de RTI Bouaké va coûter plus de 50 millions de francs CFA. Ce restaurant sera aussi ouvert au public. Au plan politique, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP, a tenu une conférence de presse portant sur la révision de la liste électorale. Le réseau ayant auparavant conduit une mission d'observation du processus. Herman Guivet. Après avoir conduit une mission d'observation de la révision de la liste électorale du 10 juin au 5 juillet 2020, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix face à la presse pour livrer ses observations. Pour ce qui est de l'affluence, malgré l'implication des partis politiques pour faire enrôler un maximum de militants, la mission a constaté une faible affluence les 2 premières semaines, avec parfois moins de 5 personnes par bureau d'enrôlement, sur une attente de 50 personnes, comme communiqué par la Commission électorale indépendante. Cette affluence s'est sensiblement améliorée suite à la première prorogation du délai pour couvrir la période du 25 au 30 juin. Une mission qui s'est effectuée dans le cadre des activités ordinaires du réseau qui suit tous les processus électoraux en rapport avec son mandat de prévention des conflits et de promotion de la paix. Nous avons rendu compte des difficultés rencontrées qui ne nous inquiètent pas a priori puisque le contentieux vient.
Le contentieux vient pour régulariser tout ce qui ne s'est pas bien passé pendant l'enrôlement. Donc, nous espérons qu'à la faveur du contentieux, toutes les difficultés qui ont entraîné peut-être des irrégularités seront corrigées, mais encore faut-il que la population s'implique correctement dans ce processus de contentieux. Dans le cadre de l'initiative pour des élections apaisées, 2 projets de prévention de la violence électorale sont mis en œuvre. L'un d'eux, le projet Société civile, engagée et mobilisée pour des élections pacifiques et crédibles en 2020 en Côte d'Ivoire. Au total, 450 centres d'enrôlement ont été visités par les moniteurs de cette mission dans les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire et les 2 districts autonomes. En sport football, pour terminer, le coronavirus s'invite au programme. Pour la première fois, le Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse, ne va pas être attribuée cette année 2020, la saison ayant été largement perturbée par la pandémie. Ainsi, Lionel Messi, sacré en 2019, garde le titre une année de plus. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à demain 20h.